Et si l'on reparlait des résultats au concours d'entrée en Master 2 de la filière diplomatie à l'IRIC, au-delà du Happy End évoqué par le ministre de l'Enseignement supérieur pour justifier la troisième liste ou mieux les résultats définitifs de Paul Biya, n'y a-t-il pas lieu de tirer les leçons de ce qui s'est passé? Que doit-on aujourd'hui retenir du concept d'équilibre régional ou de méritocratie académique absolue ou encore de méritocratie régionale, géographique? Autant d'expressions utilisées par le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, le ministre présenté par le Messager comme un équilibriste de la médiocratie. Alors que Paul Biya, selon Ouest Littoral, désavouait sa créature, Cameroun Tribune relate comment les étudiants ont exprimé leur gratitude au chef de l'État. Celui-là même qui a été présenté s'inclinant devant des dépouilles des militaires morts au front. À peine cette photo a-t-elle été publiée sur le site de la présidence de la République qu'elle a aussitôt été retirée après de vives critiques. Le ministre de la Communication a expliqué que c'était l'œuvre d'un hacker, d'un pirate qui voulait ternir l'image du président de la République et de l'armée camerounaise. Mais est-ce vraiment le cas? Qui aurait donc truqué la photo du président de la République? Interrogation dans cette émission. Cette émission qui va également s'arrêter un temps soit peu sur ces victimes de ce qui est convenu désormais d'appeler l'opération épervier, qui navigue entre remboursement et détention. D'ailleurs, dans l'une de ses sorties, Yves-Michel Fosso dit ne pas comprendre pourquoi il reste donc derrière des barreaux alors qu'il a remboursé un peu plus de 800 millions dans le cadre d'une affaire. Et bien sûr, à l'international, l'affaire Simone Gbagbo nous intéresse. 20 ans de prison pour l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Qu'a-t-il donc à espérer pour les jours futurs en Côte d'Ivoire où se prépare la présidentielle dans les mois à venir? Merci d'être au rendez-vous de Droit de réponse. Droit de réponse est ce programme qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse afin de susciter le débat. Ici, et comme tous les dimanches d'ailleurs, des journalistes, des acteurs de la société civile et des hommes politiques se relaient sur ce plateau pour tenter de nous faire comprendre ce que la presse n'aurait pas pu. Merci d'être au rendez-vous. Avant de vous présenter nos invités pour ce dimanche, d'abord un tour dans les kiosques avec Cédric Noufélé. Bonjour Cédric. Bonjour Sandrine. Alors la presse a eu beaucoup à dire au cours de cette semaine au sujet, bien sûr, des actualités suscitées. L'intervention du chef de l'État dans le scandale autour des résultats du concours d'entrée à l'IRIC n'a pas mis fin au feu nourri des critiques dans la presse cette semaine. Ouest Littoral constate que Paul Biya a une fois de plus humilié Jacques Famendongo en instruisant la réhabilitation des 7 candidats recalés au concours de la filière diplomatie. Sur un ton satirique, ce journal titre « Le créateur désavoue sa créature depuis la Suisse. Le président de la République a voulu calmer la tempête et sauver la face que d'entériner les décisions maladroites du ministre de l'Enseignement supérieur. » Avant la publication de la troisième liste, le Messager avait déjà souligné les difficultés de Jacques Famendongo à justifier les tripatouillages des résultats définitifs du concours d'entrée à l'IRIC. La météo précise à ce sujet que le ministre de l'Enseignement supérieur a brandi l'argument de l'équilibre régional pour expliquer la mise à l'écart de 7 candidats admis dans la première liste. Pour le Messager, c'est un prétexte qui laisse entrevoir des collusions d'intérêts égoïstes et un tribalisme sauvage. Le plaidoyer de la presse pour le respect de l'équité et la justice sociale, l'indignation de l'opinion nationale ont permis de réhabiliter les candidats admis dans la première liste. C'est du moins ce que pense Ouest Littoral. Ce bi-hebdomadaire souligne que les étudiants réhabilités ont dit merci à la presse privée lors de la rentrée académique à l'IRIC. Cameroun Tribune affirme plutôt que ces candidats admis au concours de la filière diplomatie ont salué l'implication personnelle de Paul Biya ayant conduit au dénouement heureux de la crise. Ouest Littoral ne partage pas cet avis. Ce journal accuse le chef de l'État d'avoir développé un sectarisme inédit dans la répartition des postes administratifs au Cameroun. Ce bi-hebdomadaire soulève une autre problématique sur le statut de l'Institut des relations internationales du Cameroun. Pourquoi le concours de l'IRIC, qui s'apparente à un concours administratif, n'est pas supervisé par le ministre de la fonction publique, comme c'est le cas pour l'ENAM. Mutation, quant à lui, s'intéresse au cas du directeur de l'IRIC. Pierre-Emmanuel Tabi a été nommé à la tête de cet institut en violation des textes réglementaires.
Selon Mutation, il n'a jamais enseigné à l'ERIC. Pourtant, les textes font de l'enseignement une condition sine qua non pour être directeur d'un établissement universitaire. Mais ce journal croit que sa proximité avec le secrétaire général de la présidence de la République a permis d'être télescopé à la tête de l'ERIC, et c'est sous sa direction qu'un tel scandale s'est produit, conclut ce journal. Après le scandale de l'ERIC, la presse a également relevé un autre scandale venu, cette fois-ci, de la présidence de la République. Selon Mutation, le site d'information de cette institution a fait croire, avec photo à l'appui, que Paul Biya a présidé le 6 mars dernier la cérémonie d'hommage aux soldats camerounais tombés sous le champ d'honneur. Pourtant, ce journal rappelle que l'événement s'est déroulé en l'absence du chef de l'État, en séjour privé en Europe. Le jour parle d'un hommage virtuel de Paul Biya aux militaires. Le messager constate que le chef des armées nargue les soldats après avoir déserté le pays. Ce quotidien affirme que ce photomontage a été réalisé par le cabinet de la présidence de la République pour faire croire à l'opinion que le chef de l'État était présent à la cérémonie. Mais la supercherie a vite été découverte. La majorité des quotidiens soulignent que les internautes ont déploré le mépris de la présidence de la République pour les combattants camerounais. Ce tollé de réaction a contraint la présidence à retirer cette photo. Cependant, la nouvelle expression indique la position officielle du gouvernement. Le ministre de la Communication accuse plutôt un cybercriminel d'avoir piraté le site de la présidence de la République pour dénigrer le chef de l'État camerounais. Mais des experts en sécurité informatique interrogés dans la presse ne croient pas en cette version de Issa Tiroma Bakari. Dans les colonnes du Messager, l'opposition a condamné cette tentative de manipulation au moment où des voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer l'attitude de Paul Biya, qui n'a jamais présidé une cérémonie d'hommage aux soldats tombés sur le champ d'honneur. Cette semaine a été riche en révélations dans la presse. Entre le dénouement heureux à l'ERIC et le scandale de ce photomontage, il y a eu le déballage de Yves-Michel Fotso. Son interview dans le magazine Jeune Afrique a été analysée et décryptée dans la presse locale. L'Œil du Sahel note que l'ancien directeur général de la défunte Camer accuse ses frères et sœurs de manœuvrer pour son maintien en détention. Leur objectif serait de s'accaparer de la fortune de leur père, le milliardaire de Banjoun, Fotso Victor. Au-delà des querelles familiales, Yves-Michel Fotso se plaint d'un acharnement judiciaire au regard de ces procès qui se multiplient. À cette occasion, le jour a décidé de faire la lumière sur ces détenus aux procès multiples. Il s'agit de Jean-Marie Atangana Mbara, Polycarpe Abba et Yves-Michel Fotso, tous impliqués plus ou moins dans l'affaire de l'avion présidentiel ou l'affaire de location d'avions de la Camer, sans compter d'autres affaires concernant la gestion de certaines administrations publiques. Pour ce quotidien, ces personnalités font les frais d'un rouleau compresseur qui avait été expérimenté contre Titus Edzoa. Merci à vous Cédric Noufélé, merci pour cette revue de presse entre photomontage, scandale et même autre déballage. La presse nous a bien servi ce qu'elle a pu cette semaine. Eh bien, nous faisons à présent connaissance avec nos invités, ceux qui ont accepté de partager avec nous ce plateau ce dimanche. Professeur Charlemagne Pascal Messanga Nyamdi, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je signale que vous êtes enseignant, vous venez de l'IRIC. L'IRIC, justement, qui a été, oui. Vous avez dit quoi, un peu trop célèbre ces derniers temps. Beaucoup trop. Mais écoutez, l'IRIC a de tout temps été une école prestigieuse et célèbre pour la qualité de ses enseignements et pour la qualité de ses experts, le corps enseignant. Vous savez, c'est le miroir, quelque part, aussi de la bonne maîtrise des relations internationales africaines. Ne l'oubliez pas, lorsque vous allez aujourd'hui à Washington, à New York ou encore à Paris, à Londres, et même ici en Afrique, vous trouvez toujours une très grande personnalité qui vous dit que je sors de l'IRIC. C'est plutôt cette image. Maintenant, il y a eu un problème. Nous allons peut-être en parler, si vous voulez bien. Exactement, nous allons en parler, mais il y a quand même que ces dernières heures, le
camerounais, plus ou moins souqués par un certain nombre de sorties. Il y a eu ce week-end la sortie du ministre de la Communication autour des droits de l'homme, autour de la guerre contre Boko Haram. Mais il y a aussi cette nouvelle affaire qui semble souquer tout le monde. Le journal français Le Monde, avez-vous entendu parler? Oui, voilà, l'affaire où effectivement le chef de l'État et son épouse sont pratiquement rudoyés par ce journal. Vous savez, madame, pour ceux qui nous écoutent, moi j'ai encore en mémoire la tentative de coup d'État du 6 avril 1984. Ça fait 31 ans, mais quand vous voyez bien, je crois vous-même et quelques-uns sur ce plateau, beaucoup étaient adolescents et ne connaissent pas l'histoire de ce pays. Mais en réalité, depuis le départ du président Amadou Ahidjo, le RDPC va célébrer son 30e anniversaire. Beaucoup ne savent pas que si le RDPC a été créé quelque part, je prépare d'ailleurs un ouvrage là-dessus qui sort la semaine prochaine, c'est parce qu'il fallait reconsolider notre État qui était ébranlé par ce type de choses que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire la déstabilisation. Et la déstabilisation est réelle. Lorsque le chef de l'État, je me souviens, était à Paris le 17 mai, non seulement le journal Le Monde, le même journal a publié une lettre de M. Marafa, qui est un pont de régime, mais n'oubliez pas que certains ont cru bon faire accepter au président que les événements du Nord n'avaient rien à voir avec une rébellion probable. Et vous voyez aujourd'hui la succession d'événements avec l'affaire que nous avons mis sur, vous avez mis sur le programme, notamment l'image du président de la République devant les cercueils des soldats. Moi, je continue à vous dire que nous traversons une période très délicate où la barre a été fixée pour 2018. Et vous avez des hommes et des femmes qui manœuvrent à l'extérieur et avec la complicité des forces endogènes, eh bien, pour déstabiliser ce régime. Qui ne vous dit pas aujourd'hui, je termine là, que c'est une fin de règne. Donc vous comprenez que toutes ces turpitudes sont préparées et organisées à l'intérieur du système pour que, effectivement, le président Paul Biya soit complètement désavoué sur la scène nationale et internationale afin qu'il ne puisse même pas oser se représenter en 2018. C'est dans ce cadre que moi je classe, une fois de plus, les turpitudes du journal Le Monde. Et au-delà du journal Le Monde, je crois que les Camerounais savent aussi qu'il y a une diaspora qui perturbe aussi le séjour du chef de l'État à l'étranger parce qu'elle exige qu'il revienne pour des raisons de guerre que nous avons ici évoquées. Moi, je crois que tout ça n'est pas sérieux. Il faudrait des hommes et des femmes citoyens avec des yeux ouverts et déterminés pour dire non à ce qui est en train de se faire là devant nous. Alors, c'est-à-dire que vous avez pratiquement du mal à vous défaire de la tête de rébellion que vous savez si bien défendre. C'est pas moi, ce sont des mécanismes de coup d'État. Et qu'il faut interpréter. Il faut peut-être s'en tenir à cela. Oui, et en une seconde, madame, ce qu'il faut aussi vous dire, vous savez que beaucoup ont longtemps pensé que le coup d'État était militaire. En stratégie, le coup d'État n'est plus militaire. D'ailleurs, la plupart des coups d'État s'intègrent dans les rationalités scientifiques. On pose un certain nombre d'actes pour montrer que le leader central n'est plus accepté. On prépare même parfois aujourd'hui à travers les médias qui sont un véritable pouvoir. Vous savez, ailleurs, lorsqu'on parle des médias, on ne parle plus des médias en termes de quatrième pouvoir. On parle aujourd'hui des médias en termes de contre-pouvoir. Eh bien, lorsque vous voyez un certain nombre d'événements en Irak, Kadhafi et même plus proche de nous ici en Côte d'Ivoire et ailleurs, les médias ont joué un rôle. C'est pourquoi il faut éviter d'avoir un type d'homme qui ne comprennent pas ou qui refusent de comprendre ce qui se passe et banalisent par exemple ce qui est en train de se produire avec le journal Le Monde, qui n'est pas n'importe quel journal en France. Très bien. Merci à vous d'être là. Merci également à Marie-Robert Lindou. Merci. Bonjour. Merci madame. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Vous êtes le directeur de publication du journal Singan, c'est ça? Oui, l'hebdomadaire Singan qui paraît à Yaoundé, qui a été lancé au mois de mai 2014 et qui en est aujourd'hui à sa 20e édition. Alors pour vous, l'actualité certainement, on peut s'intéresser un tout petit peu au sport. Le Tour cycliste international, vous le comprenez encore comme étant international, ce tour cycliste-là? Écoutez, il faut déjà dire que ce tour cycliste se tient dans un contexte particulier avec les attaques des djihadistes et que véritablement le tour cycliste du Cameroun n'a pas pu l'être cette fois-ci parce qu'on l'a amputé de son parcours
vers cette région-là. Et maintenant, il y a aussi un problème de management sportif qui se pose à la tête même de ce ministère. Le Cameroun va de déculotté en déculotté en ce qui concerne ses performances sportives. Et ça se remarque depuis l'avènement de l'actuel ministre des Sports, donc il ne faut pas accélérer. Bon, mais ce qui m'a surtout marqué cette semaine, ce sont les révélations du journal Repère sur le contrat l'entraîneur Volkan Fieke. Vous savez qu'à l'époque, il y a 2 ans, quand il a signé ce contrat, il y avait une clause de confidentialité. On n'avait pas pu avoir des informations réelles, précises sur ce contrat-là. Aujourd'hui, on sait par exemple qu'il bénéficie des émoluments à hauteur de 18 millions de francs CFA par mois. On apprend par exemple qu'il avait 2 principaux objectifs: qualifier le Cameroun à la Coupe du Monde du Brésil 2014, ce qu'il a fait. Qualifier le Cameroun à la récente Coupe d'Afrique des Nations, ce qu'il a fait. Il y avait également un agenda qui prévoyait qu'il bâtisse autour des Lions des Indomptables une équipe conquérante, à l'instar un peu des équipes allemandes. On parle même du Bayern de Munich, on parle même du Borussia Dortmund. Et il n'a pas pu le faire. Et que jusqu'aujourd'hui, son contrat, qui prend fin, je crois, autour du 24 ou du 14 mai 2015, rien n'est dit dessus. Selon l'omerta, c'est la loi du silence. On attend voir. Et il y a le ministre des Sports et la fédération qui se rejettent la responsabilité sur qui doit prendre la décision de révoquer ou bien de maintenir Volkan Fieke. Très bien. Merci à vous donc d'être là, Maë Robert-Lundu. C'est le temps également de dire bonjour à Cabral Ibé. Bonjour Cabral. Bonjour Sandrine et bonjour à tes nombreux téléspectateurs. Merci d'être au rendez-vous. Tout à l'heure, on parlait de sport. Vous n'êtes pas plutôt content pour la liste de la vingtaine de joueurs qui a été publiée cette semaine? On s'attend quand même à ce que le Cameroun livre des matchs amicaux et donc il n'y aura pas de chômage avant les prochaines compétitions. Alors, forcément, j'ai quelque chose à dire, mais si tu permets, avant de revenir au sport, je voudrais revenir sur le sujet concernant l'actualité du journal français Le Monde relativement au chef de l'État du Cameroun. Je ne suis pas animé par les mêmes mobiles que le professeur Msanga Yamding, qui, comme vous le savez, est un biaïste invétéré, alors que moi, je prône une immanquable alternance au Cameroun en 2018. Mais avant que cela n'arrive, le président Biya est toujours chef de l'État du Cameroun. Et sur cette question, je reste constant. Je veux bien qu'on le conteste ici et que par des élections nous réussissions à le remplacer par un autre président. Mais tant qu'il incarne encore la souveraineté de l'État du Cameroun, je crois qu'il mérite encore un minimum de respect. Et c'est peut-être l'occasion de rappeler que pendant longtemps, nos fonds ont servi à alimenter la désinformation dans la presse internationale, tant en Afrique qu'en France, pour qu'on vende une très bonne image du président Biya, qui à certains moments était mensongère. Ça ne posait pas de problème. Aujourd'hui qu'ils se rendent donc compte que c'est pas bon, on est obligé, nous tous, de nous faire payer, comme on dit, les pots cassés. Mais moi, j'insiste pour dire que d'abord, lorsqu'on veut renseigner sur le Cameroun, on pourrait quand même dire un minimum de vérité aussi. Parce qu'il me semble que ce journal dit que Saddam aurait voyagé avant en catastrophe parce qu'elle est très malade. Pourtant, il me semble qu'elle a assisté à un événement culturel ici avant de partir le lendemain avec son mari. Le 8 mars, le canal de... Les canals d'or. En tout cas, quelque chose comme ça. C'est le 28 février 2015. Et ils ont voyagé le 29. Et même des questions relatives à la prostate ou pas d'un chef d'État. Moi, je crois que la prostate du président Mitterrand avait été découverte un jour après sa réélection. La presse n'en a pas parlé en France. Et moi, ça me pose quand même un problème que certains médias étrangers se fondent en de telles déclarations. Je veux bien, en fait. Je pense que la santé des gens, c'est quand même quelque chose qui mérite davantage de pudeur. Donc, moi, je pense... évidemment, je parle comme ça, moi, je suis patriote. Mais d'autres, quand ça les arrange, ils y vont. Donc, je dis quand même que il faut parfois, quand on parle des chefs d'État d'autres pays comme le mien, malgré, je le dis comme ça, mais lorsqu'il y aura une occasion pour aller se faire humilier une fois de plus au perron de l'Élysée, ils n'hésiteront pas à y aller. Mais moi, je dis, pour ce cas-là comme pour d'autres, moi, en tant que Camerounais, ça me pose quand même un problème. Mais pour revenir à l'affaire du sport que vous évoquiez tout à l'heure, je suis très amusé par cette affaire de liste, entre 28 et 20. D'abord, on doit jouer, je crois, contre l'Indonésie et je ne sais plus, la Thaïlande, parce que pour on en est, on va bientôt jouer contre les îles Vanuatu ou les îles Samoa. Mais en attendant, puisqu'on en est là. Il y a quand même des équipes dans ces pays. Oui, je vous assure, on joue au foot aux îles Samoa et on va certainement y aller bientôt. Mais avant, il n'y a même pas de souci.
La liste a été signée par Volker Finke, il se peut que non, qu'elle ait été signée par Joseph Ouna. Alors, vous savez très bien que si c'est un président de fédération qui signe une liste et la communique à la FIFA, aucun club ne se sentira obligé de libérer un joueur. Donc il faut bien s'assurer que c'est Volker Finke qui a signé. Mais il y a longtemps que j'ai demandé que ce monsieur soit chassé du Cameroun parce qu'il était incompétent. On a dit à l'époque que bon, comme je suis malbouche, écoute, je déteste un honnête citoyen allemand. Mais maintenant, tu évoques le contrat. Son contrat a commencé le 20 mars. Il doit s'achever le 24 mai. Et pourtant, l'article qui suit dans son contrat dit qu'en cas de renouvellement, celui-ci doit être fait 3 mois avant. Donc ce contrat aurait dû être renouvelé le 24, je crois, c'est plus, ou le 20 février, de toute façon. N'ayant pas été renouvelé à cette date, ce monsieur n'est plus coach. Donc il est simplement en train de gagner son dernier argent, comme on dit prosaïquement, avant de partir. Mais entre-temps, nous on fait face à une journée FIFA. Alors que si on avait pris des dispositions, justement, en fin février, on aurait aujourd'hui un autre entraîneur national, peut-être camerounais, et on ne ferait pas face à tout cela. Donc vous me demandez maintenant d'épiloguer sur les joueurs. D'aucuns sont blessés, ils sont quand même convoqués. Il y en a même un qui n'a pas de club, M. Yongo Bitolo, qui a des problèmes aux États-Unis et qui joue, si mes renseignements sont bons, dans une équipe d'Étoile, mais qui s'appelle Étoile ou Foot, quelque chose comme ça, un quartier de Yaoundé, mais qui est quand même là. Un joueur de Coton Sport qui est blessé, donc qui ne peut pas jouer, et d'autres noms qu'on découvre. J'ai rien contre des jeunes compatriotes, mais c'est bien de les découvrir. Il y en a qui s'appellent Issa Banana et autres qui jouent à Plantania. Donc tout ça c'est très bien. Et on est donc en pleine normalisation et tout le monde doit être content. De toutes les façons, on peut se dire que ces joueurs peuvent être guéris avant ces rencontres, que sait-on. Donc merci donc à vous, chers messieurs. Je signale que nous devrions avoir sur ce plateau le docteur Jean-Paul Mbia, le chargé de communication du ministère de l'Enseignement supérieur, qui nous a affirmé juste avant que nous ne prenions l'antenne qu'il était indisponible. C'est juste pour assurer les uns les autres de ce que confirmation nous avait été donnée jusqu'à vendredi dernier et que finalement le docteur Jean-Paul Mbia a décidé de décommander ce rendez-vous. Donc, merci donc à vous très chers hôtes messieurs d'avoir accepté d'être là. Je propose tout de même d'évoquer ce qui a constitué l'essentiel de l'actualité cette semaine. D'abord les résultats à l'IRIC. Alors Maï Robert Lundou, est-ce que la presse a permis de bien comprendre ce qui s'est passé autour de ces résultats définitifs, dit-on? Mais écoutez, au-delà de la récupération qui a été organisée par les turiféraires du pouvoir au niveau d'un certain nombre de canaux médiatiques, notamment dans le quotidien national, ce qui s'est passé au niveau de l'IRIC est une victoire de la presse. C'est-à-dire le scandale de l'IRIC est révélé par la presse et c'est grâce à la presse qu'il y a eu cette pression auprès des décideurs, notamment monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, et qui par ricochet sur sa hiérarchie, c'est-à-dire le président de la République. Donc c'est grâce à la presse que la décision finale a été prise. Donc je puis dire aujourd'hui que la presse, celle-là, qui a révélé cette affaire-là, est irréprochable. Et je me félicite que un certain nombre de personnalités qui étaient impliquées, notamment au niveau du jury de l'IRIC, pris la responsabilité d'éclairer l'opinion sur cette affaire-là, notamment le professeur Msanga Nyamding que nous avons sur ce plateau dans le quotidien Mutation, d'ailleurs, qui a révélé également ce scandale-là. Donc, grosso modo, vous vous rendez bien compte qu'on a utilisé un certain nombre de vocables pour organiser des tripatouillages, comme ça se passe le plus souvent. Bon, on dit prosaïquement, bien carbonala, comme on dit, mais cette fois-ci... Ce qui signifie en français que... Ce qui signifie en français que... on agit souvent comme ça, on fait toujours comme ça, mais rien ne se passe. Et concernant l'IRIC, par exemple, on a vécu un cas typique il y a, je crois, 2 ans, où après le début de la rentrée académique, il s'est trouvé que 9 étudiants avaient été exclus de l'IRIC. Ils ont pu rencontrer à l'époque le ministre de l'Enseignement supérieur, le Premier ministre, mais rien n'a bougé jusqu'à l'heure. C'est pour cette raison aujourd'hui qu'on peut se poser la question, est-ce que la décision du chef de l'État n'est pas discriminatoire? Parce qu'hier, on a eu des victimes de ce type de crépatouillage. Rien ne s'est passé. Aujourd'hui, quand même, le chef de l'État a pu réagir. Donc, sur ce point précis, la presse est restée en éveil pour informer l'opinion, et ça, c'est une victoire de la presse. Alors, professeur Pascal Msanga Nyamding, je signale que vous faisiez partie du jury
qui a quand même conduit à la publication des tout premiers résultats, ou bien de la première liste, tel que le jargon a fini par nous habituer ces derniers temps. Oui. Alors, pour vous, la presse, comment s'est-elle servie de ce qui a été considéré comme l'affaire IRIC? Est-ce que ce n'est pas finalement cette école qui a dû un peu voir son image écornée? Et surtout vous, les membres du jury. D'abord, je vais apporter une précision pour éclairer l'opinion, puisque vous m'en donnez l'opportunité, et je vous en remercie. D'abord, l'image de l'IRIC ne peut pas être écornée. Pour une seule raison. Une seule. Les enseignants de l'IRIC n'ont pas été mis en cause dans cette affaire, dont la qualité de l'enseignement, et aussi la qualité des candidats qui entrent à l'IRIC sur concours. Je voudrais quand même vous rappeler, en guise de préalable, que l'IRIC, lorsque vous y êtes, c'est 50 matières en 2 ans, organisées en 1800 heures d'enseignement. Vous avez vu, moi, ce qui m'a fait plaisir, on n'a pas un seul instant remis en cause la compétence des enseignants de l'IRIC ou encore celle des étudiants au départ qui prennent part à ce concours. Et j'apprécie que 46 étaient admis. J'ai une réserve, l'obligation qui ne me permet pas de vous dire le déroulement en interne des délibérations. Mais une chose est sûre, c'est que j'appartiens à un jury qui a délibéré. Et vous savez, comme dans tout jury, certains sont pour, certains sont contre, quel que soit, il n'y a jamais eu un jury unanime. Ça fait 14 ans que je sers l'IRIC, hein, et je peux vous dire que je suis membre aussi, j'ai été membre de plusieurs jurys à l'ENAM et à une autre grande école. Je vous assure que pour la première fois, effectivement, à un jury au Cameroun, j'ai vu le jury, auquel je suis solidaire, décider qu'on publie les résultats par ordre de mérite. Sur 15, on a délibéré. Bon, certains ont été mis en minorité, d'autres étaient pour, d'autres étaient contre. Mais je vous rassure d'ailleurs, M. Jean-Paul Mbia, que vous avez ici convoqué, a précisé dans un média que le président du jury lui-même a été mis en minorité. Donc vous comprenez que le ministre, pour prouver sa bonne foi, parce que j'ai quand même trouvé la presse assez dure vis-à-vis du ministre Famin Dongo. Au-delà du fait qu'il soit mon camarade politique, c'est quelqu'un que je connais très bien. Au-delà du fait qu'il soit mon ministre, c'est un vieux compagnon qui est d'une intégrité, qui est d'une ouverture exceptionnelle. Alors, le messager a été dur. Juste une question pour vous, avant de revenir sur ce que la presse a dit au sujet du professeur Famdongo. Vous dites bien qu'il y a eu des délibérations, des admis. Vous parlez bien de mérite. De mérite, ils ont été classés par de mérite. Alors finalement, quel type de mérite? Le ministre de l'Enseignement supérieur nous a baladé dans un type d'expression auquel il faudrait peut-être s'habituer désormais. Était-ce le mérite académique absolu, le mérite régional et géographique? Oui, il faut donc dire que quand nous délibérons, la copie des délibérations va chez le ministre. Il signe. Il a signé. Vous voyez que la bonne foi du ministre, on lui envoie une copie, on dit le jury a délibéré, il signe. Et il s'en va. Mais quelques temps après, on vient lui dire, mais attention, cette affaire que vous avez signée là nous pose un problème. Il n'y a que 6 régions représentées. Alors quand il reprend ce sens, après qu'on ait affiché entre-temps ce qu'il a signé, sans qu'il ne dise mettez X, mettez Y, eh bien, il se rend compte que il y a 4 régions sur 10 qui ne sont pas représentées. Le ministre est allé chercher très loin. Alors, à la question de savoir si... Il faut savoir qu'il y a l'article 11 de la loi d'orientation académique qui intègre effectivement 3 éléments. Le mérite national, il faut l'expliquer. Ça veut dire qu'on prend d'abord les meilleurs. Le mérite, la méritocratie régionale, aussi absolue. Ça veut dire que lorsque un Camerounais qui va à un concours a une note supérieure ou égale à 10, il peut être représenté si dans la compétition, dans le mérite national absolu, son nom ne figure pas. Or, à ce concours, je voudrais dire quelque chose qui est connu. Les 46 admissibles avaient une moyenne supérieure ou égale pratiquement à 12. Il était tout à fait normal. Donc moi, je dis en tant que membre du jury, à qui la faute? Au jury. Mais je vous dis au jury auquel j'appartiens. Le jury a mis le ministre en difficulté. Maintenant, le ministre dit non, 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 je n'accepte plus ça. Il renvoie la copie avec un jury ad hoc. Effectivement,
quand la deuxième liste revient, il faut le dire aussi, non seulement on fait remonter les candidats en question sur 4 qui étaient sur 10 d'attente pour équilibrer, on prend 3. Il faut dire que c'est le nord, la Damawa, le nord-ouest et l'est qui n'étaient pas représentés. Malheureusement, on ajoute encore des noms, des gens du centre. On trompe le ministre 2 fois. Quand il le sait, on se rend compte que des noms des ressortissants des régions déjà déclarées définitivement admis, mais ces gens sont encore sur des listes. Deuxième tromperie. Et pire encore, les noms des majors disparaissent, notamment Inti Estelle, major national, première du centre, son nom disparaît. Ayouk, du sud-ouest, son nom disparaît. Première, je tiens à le dire, du sud-ouest. Et puis, il y a un autre, Sime, premier de l'ouest, son nom disparaît. Écoutez, lorsque moi j'entends des gens me dire que non, mais professeur Messanga, il fallait te taire, il ne faut pas parler, il ne faut pas expliquer, il ne faut pas si, mais ils sont faux. Ils oublient que je suis un homme politique et que partout où je suis un homme propre et je n'aime pas ce genre de choses. Surtout que, madame, je chute là-dessus. Oui. Certains ont sacrifié Femme Ndongo. Et je voudrais vous dire que dans cette affaire, au-delà du concours des lyriques, il y a une bataille de positionnement. Vous savez, lorsque les gens entendent Femme Ndongo peut aller ici, Femme Ndongo peut devenir ici, Femme Ndongo peut devenir ça, c'est un fidèle au chef de l'État. Alors, certains ont voulu bousiller le ministre. D'ailleurs, quand vous lisez la presse, j'ai entendu, j'aime beaucoup la presse. Il faut saluer effectivement la presse, elle a fait un bon travail. Mais certains aussi vont très loin. Quand le messager dit équilibre... équilibriste de la médiocratie. De la médiocratie, non. Non, ils connaissent mal M. Femme Ndongo. Au contraire, alors, si M. Femme Ndongo était un équilibriste de la médiocratie, mais écoutez, il aurait signé. Mais au fond, rappelons aux téléspectateurs qui nous écoutent que nous, membres du jury, avons violé cette affaire. Parce que désormais, avec cette affaire, nous allons désormais comprendre que le jury est souverain, mais il est souverain par rapport aux lois. Un jury qui est souverain et qui met de côté les lois n'est pas un bon jury. Alors, qui finalement a été mis en difficulté dans cette affaire Cabral-Libye? Le jury, le ministre de l'Enseignement supérieur ou le président de la République? Ah, vous faites bien de parler du président de la République. Je crois que les torts sont partagés. Première chose, j'entends parler de happy end. Effectivement, s'il y a une fin heureuse dans cette affaire, c'est bien la fin de l'injustice qui avait cours. Quand un membre du jury vous dit que les premiers de 3 régions ont disparu au profit d'un équilibre régional, et moi je veux bien comprendre lequel, parce que lorsqu'on fait disparaître Nti Estelle pour faire apparaître Nguantonga et Betty Estelle, Christelle, qui sont tous deux d'Union et Fumu, ça commence à poser problème. J'ai noté ces 2 noms parce que c'était important. Donc, je crois que oui, l'injustice a pu être réparée, mais ce qui ne fait que commencer, c'est le sinistre que va connaître désormais la réputation de notre système éducatif à l'international. Parce que personne ne parle du retentissement de ce type de scandale dans le monde entier. Beaucoup de nos diplômés, désormais, vont être ostracisés partout dans le monde. Et ça ne fait que commencer. Et quand le prof parle du ministre, oui, prof, la Bible dit il faut que le scandale arrive. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Quoi que vous disiez, on a pu être célèbre, sévère à l'endroit du ministre de l'Enseignement supérieur. Mais sa responsabilité, il faut bien avoir le courage de la relever aussi. Nous voulons bien qu'il y ait eu une incorrection dans une première liste, mais que dans une deuxième liste, il y ait eu incorrection. Vous dites vous-même qu'il a été trompé 2 fois. Lorsqu'on est quand même trompé 2 fois... bandits. Lorsqu'on est quand même trompé 2 fois, alors la première question qu'on pose, c'est que pourquoi la personne trompée ne sévit pas? Parce qu'au moins pour se dédouaner et montrer sa bonne foi dans cette affaire, prof, il aurait pu quand même sanctionner celui qui l'a trompé ou ceux qui l'ont trompé. Ça quand même, il ne faut plus qu'il demande qu'il se réfère au chef de l'État pour le faire. Nous sommes d'accord. Donc s'il ne le fait pas, ça le constitue d'une façon ou d'une autre complice de ce que vous dites. Et ça peut justifier dans une certaine mesure. Je pense que les sanctions la sévérité. Ok, ça rassure ceux qui nous écoutent parce que je crois que c'est le seul acte qui pourrait le dédouaner véritablement. Mais au-delà d'un ministre, effectivement, prof, vous avez évoqué un certain nombre de questions qui sont réelles. La première, il y a l'équilibre régional, et peut-être même il faut commencer par celle-là. La question de l'équilibre régional. Vous savez, il y a un excellent ouvrage, parfois on n'en parle pas suffisamment. Il y a un enseignant d'université, le docteur Paul Abouna.
qui a publié un ouvrage, Le pouvoir de l'ethnie, Introduction à l'ethnocratie, où il démontre à suffisance la nécessité de sortir l'ethnie du maquis. Il démontre comment l'ethnie est prégnante en politique, dans les religions, dans la presse et un peu partout. Il faut la sortir du maquis. Figurez-vous qu'actuellement, l'équilibre dont on parle est un équilibre géographique. Ce n'est pas un équilibre régional au fond. Nous sommes d'accord. Et il faut donc voir. Alors, le texte dont on parle, parce que c'est important de relever ce texte. Dans son ouvrage, j'ai dû le venir avec, il y a un certain nombre de textes. D'abord, il nous ramène le décret du 7 septembre 82, en fait, qui ramène l'équilibre régional dans les concours. Et puis, l'arrêté du 4 octobre de la même année, qui fixe les quotas. Figurez-vous que le centre-sud, on appelait province à l'époque, 19%, Est, 4%, littoral, 12%, Nord, 30%, Nord-Ouest, 12%, Ouest, 13%, Sud-Ouest, 8%, anciens militaires, 2%. Voilà le texte qui est toujours en vigueur. C'est risible, non? Vous pensez vraiment que ce texte est toujours en vigueur? Non. L'évolution de la question commande une révision de ce texte. Parce que malheureusement, l'équilibre régional aujourd'hui est resté un mystère, dont le code est entre les mains de quelques personnes qui se comportent comme des Camerounais en transit et qui l'utilisent comme cache-sexe au népotisme, comme on l'évoquait tout à l'heure, au clientélisme et autre chose. Voilà la réalité qu'il faut décrire dans cette affaire. Et c'est pour ça, quand vous avez évoqué le président de la République, moi je pense que la sortie du président de la République était un acte manqué. Parce que si une personnalité de cette stature décide d'intervenir et d'arbitrer ce genre de choses, c'est pas pour faire un saupoudrage, le genre qu'on a vu. D'abord un saupoudrage contradictoire. Il y a un an, le secrétaire général de la présidence de la République nous informait de la désinscription de 9 étudiants de l'IRIC. Ouais. Prof, je parle sous votre contrôle, au prétexte qu'ils avaient été finalement déclarés admis alors qu'ils figuraient sur la liste d'attente. Et le communiqué du SGPR à l'époque disait que c'était sur haute instruction du chef de l'État qu'on avait désinscrit ces étudiants 4 ou 5 mois après qu'ils aient commencé les cours. Il y a un là qui vient d'être admis, un certain Nomo Zanga qui a failli se suicider, qui vient d'être admis, qui a connu cette affaire. Alors le même chef de l'État, qui il y a un an a fait désinscrire des gens qui étaient sur la liste d'attente, un an plus tard, demande à ce qu'on inscrive ces mêmes personnes qui étaient sur la liste d'attente, puisque c'est de ça qu'il est question. Alors ça pose un problème. C'est pour ça que je pense que le chef de l'État aurait pu régler un problème de fond, celui de l'équilibre régional, en intervenant dans cette affaire et en nous posant sur la table une véritable réforme de cette question d'équilibre régional, à moins que ça lui profite d'une façon ou d'une autre, telle que ça se passe. Ouais. Ça, c'est une chose. Je pourrais m'arrêter quand tu veux, parce que je me fais long. On pourrait peut-être s'arrêter justement sur l'équilibre régional pour s'interroger, Maï Robert Lundou, à savoir si ces résultats ou bien tout ce qui s'est passé autour de l'IRIC peut permettre aux autres d'avoir un regard désormais amélioratif ou alors péjoratif de la notion même d'équilibre régional. Oui, c'est-à-dire, il faut faire très attention. C'est-à-dire, ce qui s'est passé là est un tohu-bohu, on n'en est pas sorti. Il fait bien, comme je l'ai fait en introduction, de le rappeler qu'il y a un scandale sous-jacent, c'est-à-dire l'exclusion des étudiants préalablement admis et qui avaient débuté les cours à l'IRIC. Donc la sortie du chef de l'État a également créé une sorte de posture discriminatoire au regard des problèmes qui se sont posés à l'IRIC. Maintenant, il faut regarder les évolutions. Nous sommes aujourd'hui face à un certain nombre de défis majeurs qui engagent le Cameroun. On parle de l'atteinte en 2035, on parle de quoi là? De l'émergence. Voilà, comme nous évoluons avec des slogans, comme nous gouvernons avec les slogans au Cameroun. On parle de l'émergence en 2035. Est-ce qu'il faut pouvoir garder les mêmes lois qui, en réalité, dans leur application, au-delà des tripatouillages, mettent hors d'état de course un certain nombre de Camerounais qui sont véritablement compétents, qui peuvent permettre à notre pays de concourir à la véritable émergence? Voilà la principale question qui se pose aujourd'hui. Donc il y a lieu de regarder cette loi-là avec attention, peut-être de légiférer là-dessus pour la réformer. Donc on ne peut plus continuer à se présenter, surtout que ceux qui ont la charge de l'appliquer, choisissent de l'appliquer à leur bon vouloir. La preuve, on a ce scandale qui a éclaté. Donc il faut que nos institutions s'adaptent à l'évolution du temps, surtout en ce qui concerne l'équilibre régional. Alors, professeur Messanga Nyamdi, on va forcément revenir sur ces résultats. Oui. On vous a lu dans le quotidien Mutation cette semaine et vous confirmez qu'il y a effectivement eu des tripatouillages. C'est bien cela dans ces résultats.
Sinon, comment il est possible de comprendre, d'ailleurs, Cabral Bry, et vous-même, vous le disiez tout à l'heure, que des noms d'une seule et même région reviennent dans une même liste 2 ou 3 fois? Comment cela se passe-t-il et comment il est possible de comprendre, ça c'est pour la gouverne de nos téléspectateurs, ce qui détermine la région d'origine même des candidats? Non, moi, je voudrais d'abord apporter une précision, c'est que l'IRIC est un institut universitaire à vocation professionnelle. À ce titre, l'IRIC a une tutelle académique, qui est le ministère de l'Enseignement supérieur, une tutelle professionnelle. Je voudrais d'ailleurs dire à ceux qui nous écoutent, pour leur gouvernement, comme vous l'avez si bien dit, que le président du comité directeur de l'IRIC est le ministre des Relations extérieures. Donc, il y a la tutelle professionnelle, ministre des Relations extérieures, et il y a la tutelle institutionnelle, c'est-à-dire que la diplomatie relève du domaine réservé du président de la République. Ça veut dire que l'IRIC est un établissement qui est sous une triple contrainte. Triple contrainte. MINSUP, MINREX, présidence de la République. Alors, quand on voit ce qui se passe à l'IRIC, je pense que le chef de l'État, pour moi, vient de prendre ce que j'appelle une décision politique. Et je pense que des sanctions administratives vont suivre. Vous savez, je suis tenu à l'obligation de réserve, mais ce qui s'est passé là, moi, ne m'a pas plu. Vous comprenez? Vous savez, je suis un peu comme mon ami Charles Ateba. Nous pensons que il faudrait changer beaucoup de choses dans ce pays. Il y a énormément de malhonnêtes dans les circuits des décisions. Moi, je suis biaïste, je suis membre d'un parti et j'ai l'honneur du fait du chef de l'État d'être moi aujourd'hui membre du comité central. Et quand je viens sur un plateau de télévision, je viens défendre l'image de mon parti et l'image du chef de l'État. Ce qui s'est passé là n'est pas bien. Et à ce titre, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'enjeux en dessous. L'enjeu même de l'organisation des concours au Cameroun, l'enjeu parfois des tripatouillages, et puis il y a un autre enjeu, l'enjeu de la compétence. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi je pense qu'aujourd'hui, l'affaire de l'IRIC a quelque chose de positif. Elle nous révèle beaucoup de choses. Elle nous permet effectivement de nous poser un certain nombre de questions. Rappelez-vous, le président de la République l'a dit à un moment donné, quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Vous voyez que cette affaire a également mis en avant ce que moi j'appelle dans mes travaux le délit d'appartenance. Vous voyez, il y a eu des dérapages. Hein, lorsque des compatriotes se lèvent et viennent vous dire que ce sont les fils à papa qui sont à l'IRIC. Ah non. Moi, j'ai des statistiques. À l'IRIC, 80% des auditeurs de l'IRIC, vous pouvez aller faire le sondage aujourd'hui au MINRES, voir les SAE, les secrétaires des affaires étrangères, sont des fils de pauvres. Et je voudrais vous donner encore d'autres statistiques. Dans un travail de sociologie politique que j'ai mené, personnellement, à l'époque, c'est vrai, avec mon ami Charles, je me suis rendu compte que c'est 80% des fils de pauvres qui occupent les fonctions de ministre et de directeur général au Cameroun. Alors ceux qui sont en train de dire fils de X, fils de Y, mais nous apportent tout simplement la preuve que lorsque les pauvres arrivent à un seuil de décision, ils sont dangereux. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Ça veut dire que certains qui disent les fils de pauvres, je vous dis, je le dis sur une télévision, sur un travail de... Je vous dis 80% des ministres, des DG, des directeurs de services centraux, de notre fonction publique nationale, faites un sondage, ce sont des fils de pauvres. Donc vous voyez qu'il ne faut pas faire d'amalgame, ou alors quand on fait l'amalgame, on doit réfléchir, parce que moi je pense que... Mais est-ce que cela devrait nous éloigner de ce qui nous rassemble un peu ici, c'est-à-dire comprendre pourquoi on parle beaucoup plus de régions dans ce type de concours? Bien alors madame, là c'est une très bonne question. Le problème du Cameroun, c'est qu'il y a un décalage entre les textes et la pratique. Prenez par exemple, sans me dérober de la question de l'IRIC, l'Assemblée nationale. La mission du député à l'Assemblée, c'est quoi? C'est 2 missions. Voter les lois, c'est-à-dire légiférer, et contrôler l'action gouvernementale. Mais nos députés font les marchés publics. Et pire encore, il y a un acte anticonstitutionnel qui est opéré ici, c'est qu'on appelle effectivement cette affaire-là qu'on donne aux députés, les 8 millions là, ça s'appelle les micro-projets. Le micro-projet est anticonstitutionnel.
Le micro-projet, quand on leur dit voilà l'argent. Donc je vous montre. Il ramène le mandat impératif. Vous comprenez? C'est ça. Et je vais encore aller plus loin. Vous avez vu nos sénateurs. Il y a nos sénateurs ne savaient même pas que voter un budget relève de la Constitution. Je crois l'article 76. Donc vous voyez qu'il y a un problème de compétence. Donc ramener à l'IRIC, vous comprenez aussi que malheureusement il y a des textes. Il y a 3 éléments qui intègrent. Je voudrais, sur le contrôle de mon jeune cadet Cabral Libi, attirer votre attention du point de vue du droit que les lois spéciales sont au-dessus de toutes les autres lois. Alors quand on dit méritocratie absolue, nationale, mais il faut tenir compte de ça. Ça veut dire quoi? Il faut aussi l'expliquer pour le téléspectateur. Ça veut dire que quand on dit 15 places, nous disons bien, nous avons 15 places. Par ordre de mérite, on peut dire qu'on prend les 10 premiers. Et puis, on revient donc sur les 5, en revenant sur les meilleurs à l'échelle nationale, la première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième place. Mais je voudrais aussi dire, lorsqu'on parle de méritocratie régionale, je vous assure, madame, la main dans le cœur, je n'ai jamais été à un concours où un candidat a une note en dessous de 9, le jury dit oui. Ça veut dire quoi? Lorsque une région n'est pas représentée, si le candidat de cette région a une note supérieure ou égale à 10, mais on le prend. Mais malheureusement, il faut aussi le dire, puisqu'on parle de tripatouillage, on a été tous choqués, moi particulièrement, en tant qu'homme politique, de voir que le ministre dit équilibre régional, hein, en tenant compte de ce qu'on appelle la méritocratie régionale. Eh bien, certains l'utilisent comme un écran de fumée pour incruster d'autres noms. Ouais, c'est ce qui est assez grave. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État vient de prendre une décision politique. Et cette affaire, effectivement, ça ne dépend pas de moi. Alors, dans la chaîne politico-administrative, je ne suis qu'un acteur politique qui analyse, qui parle. Mais je crois que vous avez des personnes bien placées pour prendre des décisions. Ouais. Mais je peux confirmer dans cette affaire que, malheureusement, il y a des règlements de compte dans cette affaire. Il y a eu la triche un peu quelque part, oui, je le dis. Et puis maintenant, le chef de l'État a été obligé d'intervenir. Pourquoi? Parce que, conformément à l'article 5 de la Constitution, n'oubliez pas qu'un sitting était prévu par les étudiants de Ngaoundéré, de Yaoundé 1, de Yaoundé 2, qui disaient que bon, maintenant, nous, on va s'asseoir à l'IRIC, parce que ce qui est arrivé à ces enfants peut aussi nous arriver. Et il y a une période où on ne sait pas si Boko Haram est seulement Boko Haram à l'extérieur. En plus de notre Boko Haram, en plus de notre Boko Haram national, eh ben, je crois que le président a bien fait d'intervenir très vite pour calmer cette situation. Et donc, il fallait désamorcer quelque peu là. Il fallait désamorcer quelque peu là-bas. Marie-Robert, avant Cabral Libi, oui. Est-ce que le président de la République a donc résolu le problème? Je l'ai dit tout à l'heure, le président, en prenant déjà cette décision, n'a pas résolu le problème. Parce qu'il y a déjà le précédent qui est là. On a des étudiants qui ont été exclus de l'IRIC et qui n'ont jamais été réadmis. Ce n'est pas de la sorte qu'il fallait résoudre ce problème. Il a parlé du scandale de 2014, où le secrétaire général de la présidence de la République avait exclu des étudiants 5 mois après la rentrée académique, agissant au nom du chef de l'État. Ça, voilà un précédent. Maintenant, en ce qui concerne le présent scandale, je me réjouis bien que le professeur Messanga Nyamding vole au secours de son camarade de parti, mais les faits sont là. Ils sont infaillibles, ils sont intangibles. Et il y a eu malgouvernance dans un secteur qui est justement géré par le ministre, le professeur Jacques Famondongo. Celui qui doit en fait porter les responsabilités. Qui fait confiance à ses collaborateurs? Il a utilisé, il a utilisé des termes assez forts là tout de suite. Ouais. Il nous apprend que le ministre de l'Enseignement supérieur a été trompé. Il a été trompé la première fois. 2 fois. Il a été trompé la deuxième fois. Voilà, un ministre qui est trompé. Ça, il faut le retenir. Devant l'opinion, c'est très grave. Lorsqu'un ministre a failli, il a été trompé par ses collaborateurs. En une seconde, alors là, si les gens arrivent à tromper le président de la République, chaque jour, à plus forte raison, un ministre. Bon, alors, vous savez combien de fois les gens ont déjà menti au président dans ce pays? Alors, Marie-Robert. Alors là, ce que le président a fait, c'est que le président a procédé à un arbitrage. Il reste maintenant à prendre des sanctions et des sanctions qui s'imposent. Et là, vous voyez bien qu'il y a des responsabilités qu'il faut bien dégager. C'est la précision qu'il voulait apporter.
Alors, Cabral, peut-être pour sortir de ce sujet, nous avons beaucoup de choses à faire. Ce type de problème devient récurrent quand même dans les concours d'entrée aux grandes écoles. On a eu avec l'économat supérieur de Marois, avec l'entrée également à la faculté de médecine, que ce soit de Douala ou alors de Boya. Qu'est-ce qu'il faut finalement faire? Est-ce que la politique des quotas n'est pas à réformer? Mais, vous posez la question à propos. Le président de la République, je l'ai dit, même si jusqu'aujourd'hui personne n'a la preuve intangible de ce que le président a instruit quoi que ce soit, il me semble qu'il n'y a pas encore de document officiel sur la question, mais c'est peut-être le pouvoir informel. Je crois que le président, certes, a réglé une injustice, mais je crois qu'il a même aggravé beaucoup de choses, en fait. Parce que le MINUSUP a été 2 fois trompé, mais finalement même supplanté. Parce que vous pouvez me dire quel est le jury qui a siégé pour la 3e liste? Moi, je ne sais toujours pas. Dites-moi donc si dans l'orthodoxie des concours, un chef de l'État a la compétence de déclarer les gens admis à l'issue d'un concours. Je veux bien que le document a été signé par le chancelier des ordres académiques. Sans vous couper, Cabral, oui. Pour répondre à votre question, le chef de l'État n'a pas déclaré une 3e liste admise. Il a plutôt dit, on a affiché une première liste, les candidats l'ont vu, les familles ont rêvé. On a affiché une 2e liste, les familles l'ont vu et les candidats ont rêvé. Il dit, laissez-les tranquilles, prenez toutes les listes qui ont été affichées. C'est ce qui a été fait. Prof, ça c'est même un détail. On peut penser. Donc ça veut dire que c'est conformément à les décisions académiques. Je le disais même juste pour rire, parce qu'effectivement, il ne faut pas rire dans ce genre de choses. Le ministre ayant même été trompé. Moi, ça ne m'amuse pas du tout de voir comment les gens veulent détruire ce pays. Ce que je voulais dire, c'est que le ministre ayant été trompé 2 fois, la 3e fois, il a agi tout seul, sans jury. C'est ce qui s'est passé, puisque la 3e liste... Je ne parlerai pas, vous voulez me sonder. Ok, de toute façon, peut-être qu'il y a donc eu un jury nocturne qui a siégé sur la question. Non, moi je pense même qu'effectivement, ça se situe loin au-delà du ministre de l'Enseignement supérieur. Si nous voulons évoquer cette question dans le fond, ça va au-delà de la compétence du seul ministre. Parce que si nous voulons dire clairement et véridiquement les choses, en réalité, les ordres sont venus de quelque part à un moment. Un seul indicateur, c'est qu'il y a 1 an, les ordres sont venus de quelque part pour remettre en cause la décision du chancelier des ordres académiques. Alors, s'il y a eu des ordres de cette nature une première fois, qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci, ces ordres ne sont pas venus du même endroit, c'est-à-dire du secrétariat général de la présidence de la République? On ne peut pas le dire de façon formelle. Pour vous dire la vérité et abonder dans votre sens, il y a une ingérence aussi. Hein. Moi, je pense que certains arrêtent de faire ces pressions que subit notre ministre. Bon, alors, il faut dire quand même aux... Je ne voulais pas vous sonder, qu'il y a des choses qui deviennent aussi insupportables au regard de certaines institutions qu'on nous rappelle tout le temps. La photo montée ou la photo... Cette fois donc, on dira que je vous ai sondé, prof. Non, ce que moi je voulais dire, c'est qu'il y a un problème de contrôle des grandes écoles. En fait, c'est cette question que je voulais poser sur la table, du contrôle des grandes écoles. Parce que finalement, vous avez parlé, prof, tout à l'heure de la question de la co-tutelle. Mais moi, ça me pose quand même un problème. Prenons juste quelques exemples. À l'IRIC, il y a une co-tutelle MINUSUP. Parce que le concours dont vous parlez, il s'agit d'un master en diplomatie. Tout à fait. On est à l'université. C'est le MINUSUP. Je ne voudrais pas rentrer dans les polémiques pour rappeler que... Je ne voulais pas rentrer dans les polémiques pour rappeler important ce qu'il dit, madame. Que l'IRIC est le seul établissement universitaire d'une université d'État au Cameroun qui a à sa tête, non pas un enseignant de rang magistral, mais un fonctionnaire. Même si c'est un haut fonctionnaire. Ça pose un problème à l'université. On n'a pas le courage de le dire, mais il faut le dire. Ça, c'est une chose. Lorsqu'on parle de master de recherche, c'est le chancelier des ordres académiques, c'est-à-dire le ministre de l'Enseignement supérieur, qui seul décide de cette question. Mais on vous parle de co-tutelle. Justement, à l'IRIC, il y a une co-tutelle Minerex. Je crois même qu'il y a une ligne budgétaire au Minerex qui dit on finance l'IRIC. Ça, je ne crois même pas. De quel droit des fonctionnaires... On a un budget qui n'a rien à voir. Ça, c'est ce qui se dit. Mais de quel droit... C'est de la rumeur, ça. Disons le prof. Mais de quel droit des fonctionnaires réputés diplomates pensent qu'ils peuvent, un matin, décider de contrôler l'université. Maintenant, allons-y, prof, s'il vous plaît, je voudrais terminer, prof. Permettons tout d'abord d'avancer. Non, j'abonde dans ce sens. Il faut bien que l'on avance. Je vous en prie, Sandrine, parce que c'est technique, c'est pour vos auditeurs. Ce que Cabral dit est d'une pertinence absolue. Ça me permet tout simplement d'ajouter ceci. Encore qu'à l'IRIC, la filière diplomatie, c'est à peine 10% des étudiants. Voilà. Il faut dire que c'est 8 masters.
Aujourd'hui, l'IRIC est une école spécialisée en relations internationales. Et je peux quand même affirmer ici qu'il n'est pas question qu'on ait la diplomatie et la même mise dans un institut universitaire. Pourquoi? Parce que en filière diplomatie, c'est 15 étudiants, alors que nous avons des filières de 40. On a même eu des filières de 100 étudiants. Et il faut dire que 90% des étudiants de l'IRIC n'ont rien à voir avec la diplomatie. Très bien, jusqu'ici c'était 15, désormais c'est 22. Mais ce que je voulais dire, justement, c'est-à-dire poser globalement la question. Et c'est pour ça que moi j'en appelle toujours au chef de l'État. Vous savez, on est dans un pays où il est l'alpha et l'oméga, et c'est lui qui décide de ce que ça avance ou pas. Parce qu'il aurait une fois de plus pu régler le problème des grandes écoles. Moi, cette question des tutelles me pose un problème. Et c'est pour ça, prof, que de jure ou de facto, le chancelier des autres académiques peut être fragilisé. Prenons le cas de l'ESTIC. À l'ESTIC, vous avez une co-tutelle. Là-bas, les concours qui ouvrent, les communiqués qui ouvrent le concours et ceux qui proclament les résultats sont co-signés par le MINUSUP et le MINCOM. Et à l'IRIC, ce n'est pas le cas. À l'école de travaux, ce n'est pas le cas. Alors, et curieusement, alors qu'à l'IRIC même, les diplomates sont utilisés directement par le MINREX. Et il y a l'école normale aussi. Là-bas, le MINREX ne signe pas. Mais à l'ESTIC même, où le MINCOM n'est plus utilisateur direct des journalistes, lui, il continue à signer. Bien plus encore, le comité de direction de l'IRIC est présidé par le MINREX. À quel titre? En 2005, il y a le PM. Le PM a signé un texte en 2005 sur le cas précis de l'ESTIC, par exemple. Je ne sais pas, puisqu'on parle des grandes écoles, qui désignait le président du comité de direction de l'ESTIC, le recteur de l'université. Mais jusqu'au jour où je vous parle, au mépris de ce texte, c'est le MINCOM qui, de fait, reste président du conseil de direction lorsqu'il siège. Ça pose un problème d'empiètement, d'imbrication. Je pense que, et là encore c'est un problème qu'il faut poser, parce que l'indépendance des jurys que vous évoquiez tout à l'heure, ils ne sont plus souverains. Parce qu'il y a des hauts fonctionnaires qui peuvent décider à un moment de leur bureau que tel concours, on le modifie ou on le change. Donc effectivement, si vous ne voulez plus, prof, que le ministre de l'enseignement supérieur soit autant fragilisé et par voie de conséquence, autant rudoyé par la presse, il faut lui suggérer de mener un combat sérieux sur ce point. C'est-à-dire, comme il se dit parfois qu'il est écouté par le chef de l'État, et bien qu'il lui dise de régler ce problème. Que les grandes écoles qui sortent de l'université sortent de l'école, comme celle qui est au lac. L'ENAM sortent de l'université. Puisque alors, ceux qui sont autour du chef de l'État. Oui, mais nous on pose le problème publiquement. Ou alors, parce que moi, je suis même d'avis, je suis même d'avis que l'IRIC sorte de l'université, que ça devienne comme l'ENAM. Non. Alors il coupe. Non. Nous sommes plutôt d'avis. De toute façon, l'ENAM, les administrateurs civils ne sont pas formés à l'université, ils ne sont pas moins administrateurs civils. Oui, mais ils n'ont pas de peuvent décider, puisqu'ils ont le pouvoir à la présidence de la République, de détacher la diplomatie de là-bas, puisqu'ils ne sont même que 10%, de leur faire une petite école quelque part, et ils feraient leurs résultats là-bas comme ils veulent. Tout à l'heure que l'IRIC est une école hautement professionnelle. En tout cas, moi je plaide pour la respectabilité universitaire. Je plaide pour la respectabilité de l'université à laquelle j'appartiens encore professionnellement. Parce que dans un pays qui aspire à l'émergence, s'il y a des secteurs qui méritent d'être respectés, de rester indépendants, parce que ces secteurs-là sont porteurs de cette main-d'œuvre qu'on recherche tant. Et vous êtes étonné d'avoir une diplomatie moribonde, simplement parce que chacun met son fils qu'il sort du chapeau tous les matins. Et je suis, s'il te plaît, prof, vous avez dit une chose. Je suis d'accord avec vous. Alors, focaliser l'attention tout le temps sur les enfants de riches, moi, ça me pose un problème. Je trouve cet argument très faible. Il suffit simplement de lire un peu en sciences de l'éducation. Pierre Bourdieu a écrit sur les questions de la reproduction sociale. Et moi, je continue à dire, en sciences de l'éducation, quand un pauvre réussit, ça s'appelle parcours atypique. Parce qu'en temps normal, c'est les riches qui réussissent. C'est eux qui sont à l'ENA à Paris, c'est eux qui sont à Harvard, d'ailleurs, et partout. Mais oui, parce qu'eux, ils ont les conditions pour réussir. Jean-Emmanuel Pondé, c'est pas par hasard qu'il est ce qu'il est. Mathias Eric Ouranguine, c'est pas par hasard qu'il est ce qu'il est. Ils ont eu les conditions pour réussir. Oui, mais de mon point de vue, mais il y a un élément qu'on ne respecte pas, c'est l'équilibre social. L'équilibre social, c'est qu'on ne tient pas compte des aveugles, des handicapés, des femmes, parce qu'il y a un autre élément aussi, j'en profite pour le dire, qu'on ne respecte pas, c'est l'équilibre social qui est également dans le texte. D'accord, non, moi je voulais simplement dire, les enfants de riches peuvent réussir s'ils sont les meilleurs. Pour moi, c'est même une digression inutile. Mais moi, je suis pour l'équilibre régional. Moi, je vais vous dire. Je suis pour l'équilibre régional. S'il te plaît. Mais vraiment, en 10 secondes, on avance. Ce sujet est très important, je crois. Il faut un équilibre éclairé. Moi aussi. Qu'on sorte, et c'est pour ça que je citais pour Abouna tout à l'heure. Parce qu'une chose est d'équilibrer entre les régions.
faut équilibrer entre les ethnies. Parce que prendre 3 enfants de Zoétélé pour dire que le Sud est dans l'équilibre, ça pose un problème. Il faut aujourd'hui éclairer l'équilibre régional et c'est pour ça que nous militons. On pourrait y ajouter l'aspect social et d'autres aspects encore. Merci d'avoir insisté à garder la parole. J'ai vraiment insisté. Alors, je vous propose, puisqu'on parlait tout à l'heure du chef de l'État, de rester avec lui pour évoquer quand même ce qui est considéré également comme un scandale qui viendrait de la présidence de la République. Cette photo, quelle réaction? Comment la presse a-t-elle accueilli cela, Marie-Robert Elundo? Écoutez, c'est le deuxième scandale en un laps de temps. C'est redondant, c'est saillant là et c'est très dangereux. Vous voyez, on a souvent vu ce qui se passe ailleurs, les révolutions, les déstabilisations des régimes. Parfois, ça part de l'intérieur. Et il faut bien vous dire que moi, je me situe en porte-à-faux avec la déclaration du porte-parole autoproclamé du gouvernement qui a laissé croire que ce sont des pirates qui se sont incrustés dans le site. Mais à quelques jours après la tenue d'un séminaire international sur la cybercriminalité, quand même ça, il faut du côté de Yaoundé, il faut le souligner, et puis sur le site de la présidente de la République. Il faut plutôt se poser la question, mais à qui profite le crime? Que recherche-t-on? Donc, en réalité, il s'agit ici tout simplement de provoquer un électrochoc et qu'il y ait embrasement. Donc, je partage un peu l'avis du professeur Messanga Nyamdi qui disait ici, non, il y a un complot et cet acte-là est un acte des conspirateurs endogènes et qui certainement sont en relais avec d'autres forces exogènes. Ça, je ne peux pas y répondre, mais je trouve que c'est quand même curieux pour le site de la présidente de la République et qu'il faut se poser la question de à qui profite plutôt le crime. C'est dans ce sens-là qu'il fait la lecture. Professeur Messanga Nyamdi, une réponse. Est-ce que cela profiterait à quelqu'un, à celui qui est présenté comme un cybercriminel, de se retrouver sur le site de la présidente de la République? C'est quand même un peu gros pour le site. Non, c'est très gros. Délicat. J'aime bien votre expression, hein, un peu gros, c'est vrai. Je crois que c'est grossier. C'est grossier ce qui se passe. C'est vrai qu'on peut mettre déjà en avant 3 éléments. Soit quelqu'un a voulu le faire, bon, pour donner l'impression que le président de la République et la personne était de bonne volonté et assiste les soldats qui tombent sur le front, première possibilité. Soit le site a été piraté, parce que vous savez, le site du Pentagone aux États-Unis a été piraté. Et puis aujourd'hui, à l'aune de la mondialisation, Internet joue les premiers rôles. Il y a même la cyberpolitique. Quand vous voyez comment Barack Obama, à travers le net... Sauf que des experts du domaine je pose 3 problèmes. Estiment que c'est quand même un peu faible. Oui, mais j'arrive donc à 3 éléments. Allez-y. C'est pourquoi je vous ai dit, premier élément, quelqu'un l'a délibérément fait parce que, bon, de bonne volonté, il voulait faire la propagande du président, mais une propagande maladroite. Soit, effectivement, il y a eu des hackers, parce que c'est possible aussi. Ou encore, 3e élément, moi je pense que certains l'ont fait pour détruire l'image du président. Et moi je partage la 3e possibilité. Moi ma position c'est que lorsque vous voyez depuis quelques temps... Et à quelle fin? Mais pour déstabiliser le régime. Ou encore soulever les soldats contre le président. Vous savez, une image comme celle-là, pour moi, peut avoir un objectif. Dire aux soldats, regardez comment ils se moquent de vous. Surtout que le président de la République n'est pas là. Et vous savez, les morts chez nous en Afrique, c'est pas un simple fait de dire que quelqu'un est mort. La mort, c'est ce qui sensibilise et mobilise le plus. Moi, je crois que ce qui s'est passé là est très grave. D'autant plus grave que pour moi, ceux qui tiennent le réseau Internet, c'est-à-dire de la présidence de la République, c'est-à-dire que les cadres en charge de l'informatique sont à la 2e erreur en très peu de temps. Cela a échappé aux Camerounais. Mais moi qui suis très bien les affaires politiques, lorsque le président célébrait ses 82 ans, je voudrais vous dire que si vous allez au net, vous allez vous rendre compte que la photo de 82 ans, c'était le président et son épouse devant un gâteau qui faisait 3 étages. Vous savez ce que ça signifie? Moi, je me rappelle lorsque M. Mitterrand, en 87, célébrait à Jarnac ses 70 ans. À Jarnac, il y avait des femmes, des jeunes, des enfants. Mais sur le même site de la présidence, ils ont mis le président de la République, seul avec son épouse, avec un gâteau qui a 3 ou 4 états pour dire voilà. Mais cette fois, c'était une vraie photo. Voilà un homme égoïste qui vit seul, qui mange seul, qui célèbre ses 82 ans seul. Image de coup d'état scientifique. Vous comprenez?
Un chef d'État seul et son épouse devant un gâteau qui a 3 ou 4 paliers. Vous croyez que ces gens, venant maintenant faire ce coup-là, ils l'ont fait exprès? Non. J'ai dit ça suffit. Finalement, qui manipule ceux qui sont en train d'éterniser l'image, n'oubliez pas que malheureusement la présidence de la République, je n'ai rien contre. Nous savons que beaucoup de pontes du régime qui sont aujourd'hui en prison y ont laissé leurs ouailles. Et beaucoup, d'ailleurs, si vous suivez bien les notes, parmi, c'est-à-dire le spécialiste en lettres, il a dit que ce n'était pas fini et il parlait de la société de confiance. Et le problème est qu'il faut que, à terme, le président ait le courage de frapper la main sur la table. Parce que là-dedans, je vous dis même à la présidence de la République, ça s'endure aussi. Il ne faut pas nous tromper. Il faut avoir le courage de le dire. Dire qu'actuellement, dans ces pays, tout est fait pour donner l'impression que oui, Paul Biya ne contrôle plus rien. Moi, je continue à attirer votre attention que ce sont là des actes qui tendent à apporter tout simplement la preuve que le président n'est plus en sécurité. Kabra Libi, le président de la République, cette image quand même, il y en a qui estiment que c'est une photo qui choque. Qu'est-ce qui choque? Le fait que le président ne soit pas là à cette cérémonie, n'est-ce pas aussi peut-être le vœu pour la personne qui aurait mis en exergue cette photo, d'imaginer, de voir peut-être un jour le président s'incliner devant les dépouilles des soldats? Sandrine, vous êtes d'une intelligence frappante. Comment vous analysez tout cela? Ben, vous avez tout dit. Ce qui choque, c'est l'image. Et pourquoi l'image choque? Parce qu'elle ironise une situation. L'absence du chef de l'État à des moments importants, alors que le Cameroun traverse une période importante. Oui, mais dans son site, c'est grave. Ah, le prof. Prof, laissez-moi continuer. Oui, allez-y. Je suis d'accord. C'est la deuxième cérémonie. Une cérémonie de cette nature. Tout à fait. À la première... Après la cérémonie du gâteau. Non. Oui, le seul hommage aux morts. Après une cérémonie similaire au quartier général. Non, mais écoutez, vous ne mesurez pas la portée du gâteau. Après la vingtaine. Encore que, heureusement, prof, la photo du gâteau, elle n'était pas montée et piratée. C'est la deuxième cérémonie d'hommage au mort. Moi, je soutiens le chef de l'État. Cette Absolument, image n'était pas bonne. Ça, on le sait. Un homme devant sa femme seule. On pouvait mettre des handicapés, des femmes, des jeunes. On monte un homme seul devant un gâteau de 4 étages. Alors, prof, sur le site de la prof, je vais finir. Parlons plutôt de la photo qui est actuelle. Prof, je vais finir. Oui. C'est la deuxième cérémonie d'hommage aux soldats morts au front. À la première, même le Premier ministre n'y était pas. Et vous savez où il était? Je l'avais d'ailleurs dit sur ce plateau. À l'inauguration d'un hôtel au centre-ville de Yaoundé. Je n'ose pas citer cet hôtel. C'est un nouvel hôtel. Donc voilà tout le respect qu'on peut donner à nos morts au front. C'est pour ça que moi je préfère que ce soit ironisé comme ça plutôt qu'on en parle sérieusement, comme le prof veut le faire. Parce que là ça deviendrait vraiment horripilant. Tout à fait. On a quand même vu un président d'une sous-région, la sous-région Afrique centrale, lors d'un passage fugace au Cameroun, aller quand même saluer les soldats de son pays qui sont dans un hôpital chez nous. Parce qu'ils sont venus nous secourir. Le nôtre, on ne le voit pas beaucoup. Ayons le courage, comme le prof le dit, puisqu'il faut avoir le courage de dire les choses, de dire que cette image, au fond, c'est ça qui choque. Et peut-être que c'est une interpellation faite par ce hacker ou ce collaborateur de chef de l'État à son patron pour lui dire, patron, vous êtes quand même un peu absent dans cette affaire. Au moment où nous en débattons ici, il me semble qu'il n'est pas très proche de nous là maintenant. Il est dans un séjour quelque part. Donc, allez donc voir si dans d'autres pays qui sont dans cette même guerre, les patrons des armées là-bas se permettent d'être aussi éloignés de leurs armées. Il y a quelques chaînes de télévision de ces pays qui nous arrosent ici. Donc c'est un problème qu'il faut évoquer. C'est notre chef de l'État. La majorité d'entre nous l'ont élu. Il faut avoir le courage de lui dire les choses parfois. Pour le reste, alors, est-ce que la photo est montée? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Je ne peux pas le dire. Ce que je sais, c'est que, comme vous avez dit, au Pentagone et ailleurs, aux États-Unis, les sites de cette nature ont déjà été piratés. Il y a la cybercriminalité. Sauf que quand c'est piraté, souvent, quand c'est piraté, 2 ou 3 jours après, on trouve rapidement le hacker en question. Tout à fait, les traces. Donc, chez nous, là, rarement dans ces grands pays, un hacker est resté longtemps traqué. Bon, parce qu'il se peut qu'en informatique, il y ait des systèmes de traçage de tout ça, on trouve d'où est partie l'affaire. Bon, chez nous, ça tarde encore. Oui, mais chez nous, les hackers sont dans la maison. Ah, ok. Dans la maison. Je pense que ça s'appelle dedans. Toujours est-il, prof. Moi, je préfère. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut remettre en question ou en cause les explications données par le ministre de la Communication? Non. D'où me viendrait cette force? Le porte-parole, d'ailleurs devenu en ce temps la porte-parole de la présidence aussi, dit que c'est un hacker. Est-ce que moi je peux démentir les propos du ministre? Non.
Non. Mais est-ce qu'il faut que j'accorde... fait son travail. Est-ce qu'il faut que j'accorde totale confiance à ses propos? Non, également. Parce qu'il lui est parfois arrivé de mentir en apportant un démenti. Mais en tout état de cause, on se plie devant... dire ça de ministre? On se plie. C'est pas courtois. Devant... Ok, je retire ses propos. Je retire ses propos. Moi, je préfère en parler... Chiroma fait bien son travail. Je préfère en parler avec un léger détachement. Parce que je me dis, s'ils n'ont fait que ça veut dire qu'ils auraient pu faire plus. Ils auraient pu rentrer dans le site. Ils auraient pu rentrer. Les militants du RDPC. Ils auraient pu rentrer dans le site. Non, je disais simplement, je retire ces propos malheureux. Merci beaucoup. Et je fais mes excuses au ministre sous votre contrôle. Merci. Évidemment, c'est quelqu'un de bien. Il fait beaucoup de travail pour le parti et pour le pays. Mais je disais simplement. Pour quel parti? Je le dis sincèrement. Pour quel parti? Pour le RDPC du POF. Donc, je voulais simplement dire que ces hackers. Je le reconnais. Ces hackers auraient pu faire plus de mal au site de la présidence de la République. Parce que s'ils peuvent faire une blague comme celle-là, si c'est cette thèse qui est créditée, c'est qu'ils peuvent faire plus. Donc aujourd'hui, ils en sont encore à une photo qui ironise sur la plus haute personnalité de l'État du Cameroun. Demain, ils pourraient se permettre d'y mettre des informations qui pourraient donc mettre véritablement en branle tout un pays. Et ça interpelle simplement ceux qui sont compétents sur ces questions de sécurisation de ce type de portail, prendre des mesures. D'abord, en nous apportant la preuve qu'on peut retrouver des auteurs de tels actes, parce qu'il faut qu'on soit rassuré de cela, et qu'on nous apporte également la preuve que notre système est désormais sécurisé pour que ce type de choses n'arrive plus. Alors, ceux qui connaissent un tout petit peu l'outil Internet estiment qu'il ne faut pas beaucoup parler on ne pourrait pas parler de cybercriminalité dans ce cas, sinon le site de la présidence serait resté inactif quelques heures après, mais ces personnes s'interrogent et s'inquiètent, se demandent bien comment il est possible de parler d'un site piraté s'il existe encore, si après des vues critiques, la photo a été retirée, puis le test par la suite. Beaucoup de choses. Moi j'étais curieux en ceci que j'ai visité le site de la présidente de la République et j'ai vu des images typiques à celle qui fait le scandale aujourd'hui. C'est-à-dire il y a plusieurs images de photos, montages dans ce site-là. Parfois, vous voyez le président de la République qui est monté dans une posture en pleine adresse à une foule. On sent bien que c'est un montage. Donc il y a plein d'images dans le site de la présidente de la République, des images de ce type. Alors, il y a quelque chose qui attire quand même mon attention, après avoir suivi le professeur Moussanga Nyamding, qui ici s'appesantit davantage sur la théorie du complot. Mais c'est quand même curieux en indexant ses camarades de parti, la plupart qui sont en prison. Pas seulement mes camarades, mais quelques-uns et au-delà. Quelques-uns de ses camarades. C'est quand même curieux. C'est-à-dire, vous êtes certain que le complot porte les marques de tel ou tel individu et vous ne sévissez pas. Nous avons par exemple la photo du 82e anniversaire du chef de l'État, tel qu'il l'a décrit tout de suite. Là, c'est un complot. Il dit c'est un complot en interne. Mais comment nos services n'arrivent pas à dévisager l'auteur de ce complot? Là, c'est également très grave parce qu'il faut vous rendre compte que le président de la République, c'est une institution. C'est-à-dire, jusqu'à l'heure, nous sommes tous d'avis qu'il faut préserver cette institution-là. Bon, ça, c'est la première remarque que je fais. Il y a également la photo, le photo-montage. Il est sûr et certain que c'est un complot de l'intérieur. Mais comment nous n'arrivons pas à mettre la main sur ces comploteurs-là? Mais ça ouvre également la question sur l'impunité qui règne dans notre système. Comment on arrive à l'intérieur de la présidence de la République à poser des actes aussi graves et que rien ne se passe? C'est la remarque que j'ai émise. Alors, et cela veut dire qu'il y a des complicités en interne? Non, mais moi je voudrais simplement préciser encore, et je suis constant sur cette question. Ça, c'est une photo sur Internet. Vous savez, on peut aimer ou ne pas aimer son président. C'est comme on parlait des révélations, entre guillemets, du monde tout à l'heure. On peut aimer ou ne pas aimer son président, mais tant qu'il est en fonction, c'est notre président de la République. Et c'est pour ça que je dis que les gens qui posent de tels actes doivent être sévèrement punis. Et évidemment, il faut les dévisager avant. C'est pour ça que je dis, au lieu de s'empresser de faire une fois, encore que c'est bien de l'avoir fait, de nous rassurer. Parce que nous qui l'avons... Moi, j'ai vu cette photo 2 ou 3 jours avant que le MINCOM ne fasse sa sortie. J'en étais profondément indigné. Parce que je me disais, mais comment on peut avoir atteint ces niveaux dans notre pays? Nous tous, nous savons que le jour où cette cérémonie a eu lieu, le président n'était même pas au pays.
Comment on peut quand même dans le site de la présidence faire des choses comme ça? Quand moi j'ai appris que c'était une photomontage, j'étais plutôt, c'est même plus ce qu'on dit, j'étais plutôt heureux de ce dénouement. Maintenant, effectivement, j'ai imaginé avant même que le ministre parle que non, on peut quand même pas avoir le courage de le faire à ce niveau-là, c'est certainement à cœur. Et c'est pour ça que je dis, une fois que nous sommes tombés d'accord aujourd'hui que c'était un montage, ce sur quoi il faut s'atteler rapidement, c'est de nous dire qui a osé le faire. Exactement. Si c'est de l'intérieur, peut-être là on ne nous dira pas. Mais si nous, on ne nous montre pas un responsable de l'extérieur de cette affaire, je saurais donc que c'est un gars de l'intérieur. Puisque de toute façon, je connais l'efficacité de nos services de sécurité quand ils veulent traquer quelqu'un. Je peux vous assurer que au moment où nous parlons, je suis sûr qu'ils ont une idée de qui a fait ça. Peut-être même qu'ils l'ont déjà arrêté. Donc ils nous diront, s'il est de l'extérieur, on s'empressera de nous le montrer. S'il est de l'intérieur, c'est normal. Pour des questions de sécurité, qu'on ne nous déballe pas en public qu'il y a une implosion de l'intérieur. Mais au moins, d'une façon ou d'une autre, on peut être suffisamment intelligent pour nous rassurer pour l'avenir. Alors, et demain, pour sortir de la question, et demain, professeur Messanga Nyamding, Oui, ces sites, quand même, on a parlé tout à l'heure du site, et le ministre de la Communication, que vous soutenez, dont vous appréciez la démarche, appelle quand même la presse à un peu plus de prudence, à faire attention, à divulguer ce type d'informations. Qu'est-ce que ça dit? Que la presse aurait dû se taire en regardant cette image, sachant pertinemment qu'aux yeux du monde, le président de la République n'était pas là le 6 mars au quartier général de Yaoundé. Qu'avait la presse à faire finalement? Non, vous savez que le Cameroun souffre de deux grands maux. Le premier mal, c'est l'incompétence. Et le deuxième mal, ce sont les réseaux. Et du coup, nous avons atteint par moment un stade où j'ai mes amis, Cabral et moi-même, nous appelons ça la gouvernance par embuscade. Mais nous sommes passés d'un système de gouvernance par embuscade, je le dis maintenant dans mes travaux, à une gouvernance transactionnelle. Vous voyez? C'est-à-dire que ce qui nous arrive là nous permet de comprendre, en fin de compte, vous voyez qu'avec les affaires lyriques, des promotions ici, par là, comment est-ce que les gens sont promis dans ce pays? Vous comprenez, c'est la conséquence de ce que moi j'appelle dans mes travaux la gouvernance transactionnelle. Vous savez qu'on achète des postes pour être, si vous êtes professeur en Banga, vous pouvez donner de l'argent, tout le monde le sait, pour qu'on vous amène par exemple le professeur à Yaoundé ou à Douala. On paye pour être proviseur, on paye même, on négocie, il y a des transactions pour être promu. On nous a même dit à un moment donné que à cet élan, puisque le président de la République de l'Intérieur, nous savons tous que lorsque les gens vous paradent son nom, il a dit, le président a dit sur haute instruction. Certains vous disent qu'il a dit le lendemain, quand vous voyez leur comportement, ils se mettent à agresser les caisses de l'État. C'est à peine si certains ne nous disent pas que c'est le président qui l'a aussi demandé. Ouais, tout ça, ce sont les conséquences de la gouvernance transactionnelle. Et de là, ça produit donc une forme de clientélisme, c'est-à-dire des vendeurs et des acheteurs. Vous savez, quand vous avez acheté un produit en sociologie politique, mais vous n'êtes pas obligé de rendre compte à qui vous voulez. Et du coup, on a des affaires comme ce que nous vivons là à la présidence de la République. On a des affaires où certains peuvent être hier opposants du président Paul Biya et du jour au lendemain devenir son conseiller spécial ou alors son ministre. Donc vous voyez, il y a des problèmes qui gênent au point où, quand vous êtes trop engagé même à côté du chef de l'État, du jour au lendemain, on vient vous dire que vous êtes au conseil de discipline. Alors on ne peut même pas vous expliquer pourquoi vous êtes au conseil de discipline. Donc la gouvernance transactionnelle, aujourd'hui, doit être dénoncée pour qu'à terme même, on nous dise comment est-ce que les magistrats sont promus, comment les professeurs sont promus dans ce pays, comment les administrateurs civils sont promus, oui, et comment est-ce que, et enfin, les journalistes peuvent librement faire leur travail. Moi, je crois que ce sont des vrais problèmes. Moi qui me préoccupe, en tant que biaïste, en tant que progressiste, est-ce qu'aujourd'hui, la goutte d'eau n'est pas en train de déborder le vase? Il fallait donc que ça arrive aussi de la présidence, peut-être, moi je crois bien, et l'aspect positif de cette affaire, pour qu'on en prenne bien conscience, et qu'on comprenne que ça va mal, ressaisissons-nous, soyons plus sobres. Alors, on ne va pas sortir de cette émission sans évoquer
cette sortie de Yves Michel Fosso et la presse qui note ces derniers temps, ou pas, qui parle de ces cas, de ces plusieurs personnalités qui sont arrêtées dans le cadre de cette opération, qui clament l'innocence, qui disent que le système s'acharne sur eux. Le dernier candidat, on l'a dit, Yves Michel Fosso. Comment vous avez compris sa sortie, Marie-Robert? Je vais mettre deux avis. Je vais mettre deux avis. D'abord sur la forme. Pour nous qui, il y a quelques années, étions encore adolescents, avons eu l'occasion de regarder Yves Michel Fosso peut-être à travers les médias. Il était encore ce jeune capitaine d'industrie là, fringant. Et quelques années après, 4 à 5 ans après son embastillement, quand on revoit son image aujourd'hui, un homme qui est défraîchi, en couverture, en première une de Jeune Afrique, on ne peut ne pas ressentir de l'émotion. Donc ça c'est sur la forme. Donc il porte les stigmates de l'embastillement, il souffre. Et la deuxième chose, fallait-il parler? Je me dis, lorsqu'on vit dans une situation comme la sienne, qu'on sent qu'on est sous le poids des injustices, il ne reste peut-être qu'une seule voix, crier son ras-le-bol. Et c'est ça qu'il a fait cette semaine, parce qu'il faut se le dire, parlant des injustices qu'il décrit, qu'il est en indélicatesse avec la justice, au moins pour deux affaires. Il y a l'affaire Bibi Jet 2, pour laquelle il a été condamné à 25 ans de prison. Il a saisi à la Cour suprême. Les délais sont largement dépassés. Nous avons un juriste sur ce plateau, il va peut-être s'appesantir mieux que moi là-dessus. Il y a, mais déjà même pour cette affaire, il a cru devoir verser près d'1 milliard de francs CFA dans le cadre d'une procédure transactionnelle comme le permet le TCS. Il y a la deuxième affaire qui vient de s'ouvrir également devant le TCS ces derniers jours, l'affaire Camer, suite à une plainte du liquidateur de la Camer qui l'accusait d'un détournement de 69 milliards de francs CFA. Le liquidateur a cru devoir signer un protocole transactionnel avec son accusé qui ramène les réclamations à 20 milliards de francs CFA. Quand je lis bien ce dossier, il se trouve aujourd'hui qu'il n'est pas le seul inculpé dans cette affaire-là, selon les réclamations du liquidateur. Il y a par exemple la CBC qui doit, je crois, 8 milliards de francs CFA. Et il y a le fabricant d'avions Bombardier, 8 milliards de francs CFA. Et il y a Chanas Assurance. Aujourd'hui, il se retrouve seul devant la justice. Alors, il s'est dit, non, là, il faut crier mon ras-le-bol, rien ne bouge. Et il a versé dans le cadre du protocole conventionnel qui a été signé, je crois, 665 millions de francs CFA. De toutes les façons, dans sa sortie, d'un peu plus de 800 milliards de francs CFA. Alors, Cabral Libye, comment vous percevez ce moment pendant lequel Yves Michel Fosso choisit de faire une sortie? On l'a vu tenser un tout petit peu le ministre en charge de la Justice, estimant avoir rembourser des sommes et d'attendre toujours qu'il soit libéré. Finalement, ces procès. En réalité, s'il n'y avait pas de questions de droit là-dedans, je vous aurais dit que je n'ai pas grand-chose à dire parce que je commence à me fatiguer de parler des affaires entre anciens grands de la République qui aujourd'hui s'étripent. Parce que ce que l'opération Épervier nous a aussi appris, c'est que ceux qui condamnent les uns aujourd'hui peuvent dans les prochains jours être condamnés par d'autres. Mais, et je crois que si on veut mener, pour que ce soit productif, une lutte contre la corruption, il faut quand même que nous puissions respecter les règles de droit. Parce que j'ai essayé, vous savez, c'est Jeune Afrique qui a déclenché cette affaire comme d'habitude avec une sortie de M. Fosso, puis d'autres journaux ont suivi, le jour avec une réaction d'un avocat de l'État. Et ce sont ces réactions, il y a le journal Essingan qui a même publié le protocole d'accord qui était très édifiant. Il y a d'autres journaux. Donc, il y a même Repère qui est revenu sur la question. Donc, moi je dis ceci. Lorsqu'on veut condamner quelqu'un, vraiment pour la postérité et pour que cette opération soit crédible, respectons quand même un peu le droit. M. Fosso a été condamné à 25 ans dans l'affaire du BBJ2, je crois, avec M. Marafa, son co-accusé. Il a exercé un pourvoi en cassation. Tu parlais des délais tout à l'heure. C'est 6 mois pour qu'un rapport
un rapporteur soit désigné et que l'affaire soit enrôlée. Je crois que ça fait 2 ans qu'on n'a toujours pas désigné à la Cour suprême un rapporteur. Ce d'autant plus qu'entre-temps, il y a eu des éléments nouveaux. Souvenez-vous, il y a eu une sortie dans la presse de Maître Akeremouna qui disait que les avions dont on parle la question, il y a eu un arbitrage aux États-Unis et que l'État avait été indemnisé et qu'un avion avait même été remis au Cameroun et personne ne cherche où est garé l'avion. Donc, tout ça nous embrouille. Deuxième chose, il y a une transaction. La transaction est régie par les textes, régie par les textes, à la fois par le code de procédure pénale et par le code civil. Elle est inattaquable, même pour lésion. Et la transaction a été faite entre la Camer et M. Fotso. La transaction, c'est quoi? C'est un arrangement entre 2 personnes en cause. Un arrangement à l'amiable. Et une fois que vous l'avez fait, ils l'ont fait devant le juge d'instruction. Une fois que ça a été fait, le liquidateur a saisi son patron qui était le ministre des Finances. Comment donc il y a une transaction et aujourd'hui encore, on vous dit que l'État s'est constitué partie civile dans la même affaire. Mais une fois que la transaction est signée, l'affaire est éteinte. Seule la non-exécution des clauses de la transaction peut justifier la poursuite de l'affaire. Mais on vous dit quand même qu'après la transaction, l'État, représenté à la fois par le juge d'instruction qui est au parquet et par le MINFI qui a désigné le liquidateur, se constitue partie civile. Donc, c'est des affaires qui embrouillent. Et moi, je me dis, pour le juriste que je suis, ça nous complique un peu la tâche. C'est-à-dire, je dis, faites vos affaires entre vous, mangez-vous pour parler prosaïquement, comme vous voulez, mais au moins épargnez-nous le droit qui, lui, doit vous survivre. Très bien. Alors, nous sommes malheureusement arrivés, on n'aura pas, à écouter le professeur Messanga Nyamdi. Juste 30 secondes pour vous. Oui, en 30 secondes, je pense que il y a deux dimensions. La dimension affective. Monsieur Yves Michel Fotio est souffrant, on voit bien que c'est pénible ce qu'il vit. Le deuxième point, je rechute avec la gouvernance transactionnelle, ça ressemble à une histoire de cow-boy. Vous savez que parfois, dans les affaires de cow-boy, si moi j'aimais beaucoup les films western, et bien à un moment donné, c'est le plus fort qui gagne. Je crois qu'on a tout simplement la preuve que à un moment donné dans notre pays, certains ont confondu la gouvernance citoyenne à la gouvernance du Far West. Et M. Yves Michel Fotio est victime de la gouvernance du Far West parce qu'il dit quand même des choses très importantes. Il cite des ministres qui sont en fonction. Je vous dis qu'ailleurs, on aurait bien ouvert les yeux et donné la possibilité à ce brave citoyen qui est en souffrance, qui connaît beaucoup de choses, de nous en dire davantage. Très bien. Merci à vous, très chers messieurs. Merci Kabralibi. Merci également à vous, Marie-Robert Edundou. Merci. Et nous remercions également au professeur Charlemagne Pascal Messanga Nyamdi. C'est moi qui vous remercie, madame. Madame, monsieur, nous disons également Même merci. à toi, le temps n'a pas été long. Hein. Bah oui, ça. Nous disons également merci d'avoir été au rendez-vous de droit de réponse ce dimanche. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.